de pionniers. Pieds noirs, c'est notre seul bagage. Pieds noirs, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé noir. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Au Forum, en compagnie bien sûr du secrétaire général de Jeunes Pieds Noirs, Bernard Colle. Bonjour Bernard. Bonjour Martial. Alors, le premier Au Forum des rapatriés a été diffusé le 30 octobre 2014. Et nous voici donc arrivés, je le disais, au Forum numéro 7. Les premiers Au Forum ont eu vocation, une vocation disons historique, qui ont permis de retracer les principaux événements vécus par les Français rapatriés, principalement, bien évidemment, ceux d'Algérie, qui représentent les 2/3, 66% des rapatriés. Quel bilan tirez-vous de ces 6 émissions, et puis aussi de vos interventions sur TV Liberté par ailleurs ? Eh bien, la première émission que nous avons faite avec Pierre Descaves remonte au 20 mars 2014. C'est-à-dire maintenant, il y a un peu plus de 3 ans. Elle a été regardée par plus de 58 000 téléspectateurs, on peut dire. Rien que sur YouTube. Rien que sur YouTube. Rien que sur YouTube. Donc en fait, la tendance aujourd'hui que l'on constate, même si les autres émissions ont été moins regardées, elles sont de l'ordre, les hauts forums sont de l'ordre entre 3 000 et 8 000 visiteurs, mais ça correspond à un standard assez classique maintenant, je crois, sur la télévision, sur Internet. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que des films, comme le film Archi les sacrifiés, qui a été mis par Télé Liberté en ligne, ou comme le film La valise et le cercueil de nos amis Charlie Cassan et Marie Avenel, atteignent des scores aussi très spectaculaires, 58 000 aussi pour Archi les sacrifiés, et 358 000 pour La valise et le cercueil. Mais ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est de voir que la croissance du nombre de vues par jour augmente. Elle est de 150 pour Archi les sacrifiés, et elle est de 400 par jour pour La valise et le cercueil. Donc c'est très encourageant. Nous considérons que, grâce à Télé Liberté, nous avons créé un véritable patrimoine, d'images, un patrimoine de sources historiques, qui est un patrimoine pérenne. Nous sommes dans le domaine de l'information durable. Grâce à Internet, aujourd'hui, ce concept peut prendre vie, l'information durable, et c'est un patrimoine commun à tous les Français, et notamment à tous les citoyens de la francophonie, à tous ceux qui ont vécu dans la plus grande France, et ceux qui y vivent encore, à tous les membres d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, etc. Oui. Alors cette valeur patrimoniale, c'est vrai qu'elle est importante, et c'est aussi l'idée que vous avez eue dès le départ d'illustrer vos émissions avec de très nombreux documents originaux, peu connus. Mais d'où proviennent-ils ? Alors nous sommes dans le domaine de l'image. Nous sommes à la télévision. Nous sommes très attachés au fait que lorsqu'on affirme quelque chose, il est évidemment important de montrer la preuve de notre affirmation. C'est d'ailleurs le débat qui nous oppose avec Emmanuel Macron et qu'on va aborder tout à l'heure sur la colonisation. On ne va pas y manquer. En 35 ans d'action quotidienne, nous avons réuni un fonds documentaire très très important qui fait plus de 30 000 documents, 3 000 journaux d'époque, 4 à 5 000 livres, etc. Bon, des films, des photos, et qui servent beaucoup d'ailleurs pour d'autres confrères, pour la télévision. Nous avons travaillé avec les plus grands de la télévision, notamment avec Costel et Clark, par exemple, à laquelle on a failli fournir 70 documents, mais ça ne s'est pas fait. Mais pour des émissions de télévision, comme des films, à Mère Patrie, la Mère Patrie de FR3, par exemple, nous avons fourni pas mal de documents. Archi, Crime d'État de Michaëla Gagné, pour Arte, nous avons fourni beaucoup de documents, etc., etc. Cherchez-vous à prolonger ce travail de documentation, à enrichir finalement cette documentation, ou est-ce que vous considérez que vous êtes arrivé à remplir l'ensemble des bibliothèques de votre maison ? Dans ce domaine-là, on n'est limité que par la place. Or, on a beaucoup de place, et nous sommes prêts à accueillir les archives des personnes qui voudraient contribuer à faire en sorte que cette information s'enrichisse en permanence. Il y a bien souvent dans les familles françaises énormément de documents originaux, intéressants, qu'il est malheureux de voir bien souvent
finir dans les brocantes. Nous achetons beaucoup de documents sur les brocantes, sur eBay maintenant, sur Internet aussi, ou malheureusement qui finissent à la poubelle. Et c'est ça qui est dramatique, c'est de voir ce patrimoine partir, être détruit, bien souvent faute de place, parce que les héritiers, même s'ils s'y intéressent, n'ont pas la place pour conserver l'ensemble de ces documents. Donc on peut vous transmettre... Alors nous sommes preneurs évidemment de tout document, non seulement relatif à l'Afrique du Nord française, aux colonies, mais à l'ensemble de l'histoire de France, enfin contemporaine. Les documents relatifs à l'époque gauloise ou gallo-romaine nous intéressent aussi, mais moins que ceux relatifs au 19e et 20e siècle. Voilà. On va évoquer tout de suite la colonisation. Un crime contre l'humanité, une vraie barbarie, point d'interrogation. Noir, symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Nous évoquions un instant le sujet qui est celui du déplacement en février dernier d'Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République. Il est en Algérie et déclare « La colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie ». Comment les Français rapatriés ont-ils réagi à cette accusation qui les implique, il faut bien le dire, directement? Alors, non seulement elle implique les Français rapatriés, mais elle implique tous les Français en réalité, puisque l'accusation de M. Macron n'est pas spécifique à la colonisation de l'Algérie. Elle porte, c'est la colonisation en général, qui est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie. Donc en fait, c'est une accusation universelle. Donc, et elle porte sur toute la colonisation, depuis la conquête du Canada, évidemment, jusqu'à celle de l'Algérie. Donc, l'inquiétude que nous avons, c'est que M. Macron n'a aujourd'hui comme force pour appuyer cette déclaration que sa propre autorité. Il n'a apporté strictement aucune preuve. Et d'ailleurs, on le voit bien, les réactions ont été très rapides et très vives de la part des anciens combattants, qui sont furieux évidemment, parce qu'ils ont mis leur peau pour défendre l'œuvre française outre-mer, et notamment en Algérie. Bon, les harkis, évidemment, qui se sentent très humiliés par cette déclaration, les Français rapatriés, et ce sont des milliers de courriels et de messages qui ont été adressés à Emmanuel Macron. Une plainte en diffamation a d'ailleurs été déposée par le cercle algérianiste. Monsieur Macron a simplement fait envoyer une lettre circulaire par son secrétariat. Il a dit rapidement à la télévision « Je vous ai compris », qui a été suivi d'un incongru « Je vous aime ». Alors le « Je vous ai compris » a été encore très mal pris par les rapatriés, puisque c'est le fameux « Je vous ai compris » du 4 juin 1958 au Forum d'Alger du général de Gaulle, qui a été la tromperie majeure qu'ont vécu les Français rapatriés. Donc, bien au contraire, Macron, au lieu de s'amender, avec des toutes petites excuses qu'il a faites dans sa lettre, a, dans la revue L'Histoire du mois d'avril 2017, confirmé non seulement qu'il ne ferait pas repentance, et qu'il ne reviendrait pas sur ses propos, mais que c'était bien sa vision de l'histoire de la colonisation française. Est-ce que vous avez, par exemple, pris des initiatives? Je pense, par exemple, vous auriez peut-être pu lui écrire pour lui demander d'apporter des preuves historiques à ces accusations. Est-ce que vous avez fait ce type de démarche? Alors, nous avons évidemment adressé une lettre en recommandé avec accusé réception, la lettre ouverte numéro 2 au candidat Emmanuel Macron, puisqu'à l'époque il était candidat, en lui demandant, ce qui paraissait logique, d'apporter les preuves historiques de son accusation. Nous n'avons toujours pas reçu le moindre courrier, ni de lui, ni d'ailleurs de Benjamin Stora, qu'il cite en référence dans son article dans la revue L'Histoire. Alors, M. Emmanuel Macron est originaire d'Amiens. Il se trouve que au forum numéro 4, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux de nos amis harkis, donc M. Abdi et un pied noir, le président de l'association des pieds noirs d'Amiens, M. Lefebvre, qui ont ici témoigné de la réalité des drames qu'ils ont vécus. Monsieur Macron pourrait aller les voir, c'est juste à côté de son lieu d'habitation. Et puis il pourrait aussi aller dans la maison natale de Jules Verne, qui est natif d'Amiens. Il y a un musée dans cette maison natale de Jules Verne, et il y a un superbe diplôme dans ce musée, délivré par la ville d'Alger à monsieur Jules Verne, citoyen d'honneur de la ville d'Alger. Car Jules Verne, comme des milliers d'écrivains, d'artistes,
de journalistes, comme Karl Marx. Karl Marx est allé se soigner pendant 3 mois en Algérie, ont vécu en Algérie à l'époque du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et ils n'ont jamais constaté ni dit la moindre chose sur le fameux génocide que dénonce M. Macron. Jean Sévilla, dans le Figaro magazine, je crois, l'historien a déclaré que cet aspect juridique des propos d'Emmanuel Macron, il a dit que c'était un non-sens historique. Oui, c'est Jean Sévilla. C'est Jean Sévilla. Je me souviens d'ailleurs que Gilbert Collard avait lui-même, dans notre journal télévisé, était intervenu dans le même sens. Tout à fait. Nous avons pu réaliser, c'était le 1er mars 2017, une interview exclusive de Maître Collard pour Télé Liberté, et c'est peut-être un petit extrait de cette déclaration portant justement sur l'aspect juridique. Car quand on parle de crime contre l'humanité, on pense tout de suite à la Deuxième Guerre mondiale. Cette notion d'ailleurs de crime contre l'humanité est spécifique à la Deuxième Guerre mondiale. La définition d'un crime contre l'humanité, c'est une incrimination créée en 1945 dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres, article 6. Bon, personne, évidemment, ne peut comprendre exactement ce que ça contient. Alors si on va sur le site d'Amnesty International, on découvre que les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre, définies par les conventions de Genève et de La Haye. Ils comprennent les attaques délibérées contre les civils, la torture, le meurtre et les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre. Ces crimes sont valables aussi en situation de paix civile. On va écouter, si vous voulez bien, l'entretien que nous avez accordé avec Maître Collard. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face. Un passé qui ne passe pas pour Emmanuel Macron et une déclaration qui ne passe pas pour les pieds noirs et descendants de pieds noirs. Ces propos tenus par le candidat de centre-gauche à l'élection présidentielle résonnent comme une provocation et une insulte pour les Français d'Algérie et leurs descendants. Pour Gilbert Collard, lui-même fils de pieds noirs, c'est une accusation infondée. Cette accusation est complètement infondée en droit, en fait et en morale. La colonisation appartient à une époque. Elle a été le fait du reste des gouvernements plutôt socialistes. Elle correspond à un moment de l'histoire et toute l'histoire est traversée par la colonisation. Est-ce que les musulmans qui ont occupé l'Espagne pendant 8 siècles ont commis un crime contre l'humanité et vont-ils s'excuser? De même pour les Turcs, de même pour les Anglais avec l'Inde, de même pour les Américains avec les Indiens, dont il reste peu de représentants. Pour l'avocat et député, de telles déclarations constituent une véritable menace pour la France, une menace qui pourrait déboucher notamment sur des réparations financières. Monsieur Macron, au service de qui? Au service de quoi? Est en train de préparer le terrain si ses idées avancées à une réparation financière. On commence par s'excuser, puis ensuite on paye le prix du préjudice que l'on a causé et qui a été validé par les excuses. En réalité, M. Macron est en train de préparer, si on le laisse faire, les réparations que demain il octroiera dans une forme financière à l'Algérie pour avoir construit des aqueducs, des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles. Il ouvre la porte, ce Macron, à toute une polémique qui va s'ensuivre sur la colonisation, qui va être encore un moyen non seulement d'exacerber les communautarismes, notamment encore d'humilier la France, de l'affaiblir un peu plus, mais de permettre une mise en cause de notre histoire. Ce que toute une cohorte d'historiens, pour ne pas dire une meute, cherche depuis longtemps. Donc Macron refusera de s'excuser parce que Macron est en service commandé.
Service commandé ou non, Emmanuel Macron s'expose à des poursuites judiciaires. L'ancien ministre pourrait finalement bien regretter son petit clin d'œil électoraliste en direction des immigrés algériens ayant aujourd'hui la nationalité française et donc le droit de vote. Des poursuites judiciaires déjà enclenchées puisque le Cercle algérianiste national, une association de pieds noirs, a annoncé avoir déposé une plainte contre le candidat à l'élection présidentielle. De son côté, Gilbert Collard estime qu'Emmanuel Macron devrait avoir le courage d'un débat. Peut-être le courage d'un débat. Le courage dont manque visiblement cet homme d'aller affronter des pieds noirs pour leur dire en face qu'il les considère comme des criminels contre l'humanité. Sinon eux, du moins leur père. Sinon eux, du moins le grand frère qui est mort dans le Djebel. Voilà. Qu'il les regarde dans les yeux et qu'il s'explique avec eux. Mais je pense qu'il refusera de s'expliquer. D'après vos documents aussi, et là c'est important, vous dites que Benjamin Stora n'a jamais soutenu la thèse que la colonisation fut un crime contre l'humanité, alors que Emmanuel Macron se défend en le prenant à partie, si j'ose dire. A-t-il évoqué ce thème dans ses articles, Stora ? Alors, de toute la documentation que nous avons sur Benjamin Stora, elle est assez épaisse, nous n'avons pas retrouvé le moindre article de Benjamin Stora accusant la présence française en Algérie de crimes contre l'humanité. D'autant plus que Benjamin Stora est un de nos compatriotes juifs d'Algérie, que la communauté juive d'Algérie a été, dès la conquête de l'Algérie, l'une de celles qui a le plus contribué à l'établissement des Français en Algérie, et c'est celle aussi qui a le plus bénéficié de la population autochtone des bienfaits de la colonisation française, notamment avec la loi Crémieux en 1870, qui en a fait des Français à part entière. Alors que nos compatriotes musulmans auraient souhaité aussi avoir cette nationalité française. Alors Emmanuel Macron a tout simplement fait reprendre, ou un de ses porte-plumes, a tout simplement repris une déclaration de M. Bouteflika du 3 juillet 2005, et qui disait ceci: le colonialisme est un des plus grands crimes et l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Pour la société algérienne, la colonisation française a été massivement une entreprise de décivilisation. C'est terrible d'entendre ça. Alors Macron a remplacé ça par barbarie. C'est une véritable barbarie. D'ailleurs, il a repris le terme de Jacques Chirac, que Jacques Chirac avait utilisé lors de la première cérémonie hommage aux harkis le 25 septembre 2001 pour qualifier les crimes du FLN envers les harkis. Il avait utilisé le mot barbarie. Donc on voit bien qu'il y a un travail sérieux qui a été fait de la part des équipes d'Emmanuel Macron et que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est donc une véritable volonté culturelle. Il y a un fond culturel dans ces déclarations. Personne ne conteste que pendant la guerre de conquête de l'Algérie, comme dans les guerres coloniales, il y a eu d'ailleurs des massacres et des exactions. C'est impossible. Quelqu'un comme Bugeaud, par exemple, est un ancien de la guerre d'Espagne de Napoléon. Il a connu l'horreur de la guérilla espagnole et de sa répression, qui a été terrible. Tout le monde connaît les tableaux de Goya de cette période-là. Il n'y a pas d'équivalent en Algérie. Aucun des grands orientalistes qui est allé en Algérie au XIXe siècle n'a peint des scènes d'horreur comme celles qu'a peintes à l'époque Goya pour parler de la campagne de Napoléon en Espagne. Est-ce que j'écoutais ce que vous avec intérêt ce que vous étiez en train de me dire, et je voudrais rajouter, vous rencontré Stora personnellement? Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Parce que s'il ne l'a pas écrit, est-ce qu'il pense cela? Est-ce qu'il est amené par ses travaux à évoquer ces crimes dénoncés par Emmanuel Macron? Alors jamais, nous avons rencontré à de multiples reprises Benjamin Stora lors d'émissions de télévision, notamment à Ciel Montmardi, une émission très diffusée à l'époque de Chavannes. Nous l'avons rencontré lors d'un débat sur France Culture sur le 19 mars, qui était un débat en direct avec d'autres historiens, dont un historien connu qui s'appelle M. Frémaux, qui est lui-même pied noir. À aucun moment donné, M. Stora n'a évoqué le génocide français en Algérie. D'autre part, nous l'avons invité personnellement avec
à l'époque notre ami Georges-Marc Benamou, qui est lui aussi originaire d'Afrique du Nord, à venir débattre avec les Harkis lors d'un colloque qui était organisé au mois de novembre 2006 par notre ami et regretté ami Boussa Dazni, qui était le président du comité national de liaison des Harkis. À aucun moment donné, monsieur Benjamin Stora, que j'ai interviewé à la fin de cet entretien, n'a évoqué le moindre génocide fait par la France en Afrique du Nord. Mais alors, quelles seraient les conséquences pour les Français si l'affirmation d'Emmanuel Macron, qui est maintenant, je vous le rappelle, président de la République, devenait une vérité d'État, confirmée d'ailleurs par une loi, par exemple? Tout à fait. Notre sentiment, c'est que devant le succès de la campagne Vérité et justice pour les Français rapatriés, dans lequel nous accusons le gouvernement français de crimes d'État et de crimes contre l'humanité, le parti adverse, puisque c'est la guerre des mémoires, on est dans cette guerre des mémoires, le parti adverse n'a d'autre solution que de porter le débat au même niveau, celui d'un crime contre l'humanité. C'est crime contre l'humanité contre crime contre l'humanité. Et notre sentiment, c'est que les collaborateurs de M. Emmanuel Macron ont considéré que dans la stratégie et la relation commerciale avec l'Algérie, il était important de rééquilibrer le débat de cette guerre des mémoires. En fait, les conséquences peuvent être très lourdes. Car si Emmanuel Macron va jusqu'au bout de sa logique, s'il fait voter une loi, comme ça a été fait pour les Arméniens, mais pas encore pour les rapatriés, reconnaissant ce génocide, eh bien, il faudra réparer. Et réparer sur une population importante, 80 millions de personnes auraient été les martyrs de cette colonisation, sans compter les descendants. Si on fait un rapide calcul sur la base de l'indemnisation de la Shoah, on arrive à 2400 milliards d'euros, c'est-à-dire au budget de la France. Donc c'est-à-dire que si cette loi passe, les générations futures françaises porteront pendant des décennies le poids de cette dette. Et la responsabilité, et la responsabilité morale, c'est-à-dire il y a de quoi écraser totalement le peuple français. On va voir maintenant tout de suite que vous êtes passé à l'offensive et vous dites, eh bien, la décolonisation, ça c'est un crime d'État contre l'humanité et je vais le prouver. On se retrouve tout de suite. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Là, nous sommes au cœur de ce forum des rapatriés, ce numéro 7 des forums des rapatriés, c'est la décolonisation. Vous dites que c'est un crime d'État contre l'humanité. Il faut dans tous ces cas-là peser les mots et vous affirmer que si rien ne prouve que le crime contre l'humanité est lié à la colonisation, vous dites que celui de la décolonisation est désormais un acquis historique. Mais quand même, c'est une très grave accusation. Et sur quoi repose cette accusation ? Alors, cette accusation, elle repose sur toutes les preuves que nous avons publiées dans la presse. 28 annonces dans Le Monde, Le Figaro, Valeurs Actuelles, l'Écho de l'Oranie, Politique Magazine, La Provence. Toutes ces annonces ont touché, ça représente 5 millions d'annonces au format A4. Elles ont touché 16 millions de lecteurs, dont toute la classe politique, car quel est l'homme politique qui ne lit pas Le Monde ou Le Figaro, ou Valeurs Actuelles ? Donc en fait, aujourd'hui, nous n'avons reçu strictement aucune contestation de tout ce que nous avons affirmé publiquement. Il n'y a pas eu de plainte, notamment de la famille du général de Gaulle ou de son entourage, puisque nous accusons nommément le général de Gaulle de crimes d'État et de crimes contre l'humanité. Le délai légal de 3 mois étant passé, depuis la publication de ces annonces qui ont plus d'1 an maintenant, c'est un fait acquis, car ça constitue une preuve juridique de la réalité historique de nos affirmations. Est-ce qu'on peut avoir quand même, parce que là vous nous parlez de 28 annonces dans le temps, mais moi je les ai pas toutes en mémoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous n'avez pas l'idée de les proposer à la lecture, si je... Alors elles sont déjà accessibles évidemment sur notre site internet, elles sont largement diffusées lors de nos différents bulletins, mais notre première annonce remonte effectivement au 24 septembre 2008. C'est ça. Donc ça, le temps passe vite. Il est certain que beaucoup de personnes ne les ont pas vues ou les ont oubliées. La première annonce a été faite au moment de la journée nationale hommage aux harkis de 2008. Cette campagne d'ailleurs, qui est une campagne qui a été à l'origine lancée par Jeunes Pieds Noirs, a eu le soutien de nombreuses personnalités comme Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, Maurice Benassaïag, Alain Madelin, Gérard Longuet, François Léotard, etc., des gens de toute sensibilité. Là aussi, nous n'avons jamais eu la moindre contestation de toutes les affirmations que nous avons faites. Donc
il est nécessaire effectivement maintenant de proposer à ceux qui s'y intéressent un récapitulatif de cette campagne, et nous avons prévu pour le mois de septembre de sortir une plaquette résumant l'ensemble de cette campagne. Et là, dans cette plaquette, finalement, vous allez développer toujours cet argument, mais qui n'est pas un argument d'unité nationale, c'est de dire que De Gaulle et ses partisans ont été des artisans volontaires de l'abandon de notre empire. Est-ce qu'il faut continuer à dire cela? Est-ce que ce n'est pas le temps de l'unité nationale, de la concorde nationale? Ben, c'est capital, parce qu'en fait, tout repose autour de... La politique française repose autour du mythe gaulliste. La Ve République a été créée grâce aux Français d'Algérie à l'occasion des événements de mai et juin 1958. Tout ce que nous disons, ce sont des faits historiques, puisqu'ils ne sont pas contestés, c'est qu'ils sont incontestables. Il est intéressant quand même de dégager des grands constats de cette situation. Le parcours de De Gaulle est un parcours très intéressant. C'est un homme qui est seul, qui est officier, et qui est conscient de sa propre valeur, et qui a soif d'arriver au pouvoir suprême. Il sait que pour y arriver, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se mettre au service de ceux qui ont déjà ce pouvoir. Donc, dans les années 30, il va devenir d'abord le porte-plume et le nègre même du maréchal Pétain. Ça ne va pas très bien marcher avec eux. En 1927, le maréchal Pétain va se séparer du général de Gaulle, ce qui permettra d'ailleurs à de Gaulle d'écrire que le maréchal Pétain est mort en 1927. Mais de Gaulle ensuite s'oriente vers des hommes plus politiques. Il va faire sa cour auprès de Paul Reynaud, mais aussi de Léon Blum et de Pierre Laval, qui à l'époque sont des personnages de premier plan de la politique française. Il devient le conseiller occulte militaire de Paul Reynaud, dont il écrit d'ailleurs les discours. Il faut lire les lettres de Gaulle à ce moment-là, à Paul Reynaud par exemple, qui sont des véritables lettres de flagornerie, de flatterie, pour arriver à être ce qu'il a envie d'être, un personnage principal. Vous allez me forcer, Bernard Colle, à devenir le défenseur, l'avocat de M. de Gaulle. Pourtant, exemple, tout le monde reconnaît que de Gaulle a été un grand spécialiste des chars avant-guerre. Voilà, c'est sur quelque chose que vous ne pouvez pas récuser. Alors, évidemment, c'est la légende gaulliste aussi qui s'est construite au fil du temps. À l'époque où de Gaulle sort, en mai 1934, son livre « L'armée vers l'armée de métier », les écrits concernant l'usage des chars sont très nombreux, aussi bien en France, en Angleterre qu'en Allemagne. Et donc, en fait, de Gaulle a une caractéristique principale, c'est qu'il va plagier tous ses ouvrages, il va en faire une synthèse, une bonne synthèse, il a une très bonne plume, il écrit très bien, il a un style très percutant, et c'est ce qui va faire son succès très relatif, puisqu'il y aura moins de 700 livres qui seront vendus. Donc vous voyez un peu l'impact de la pensée de Gaulle à l'époque. Mais surtout, il s'inspire de personnalités très connues, comme le général Estienne, dont il va reprendre quasiment l'intégralité des propos. Mais Bernard Colle, sur le terrain, moi je vous place en mai 40, on va faire un peu d'histoire. De Gaulle est à la tête d'une division cuirassée, la 4e division cuirassée, la DCR, à Montcornet et à Abbeville. Et là, il y applique sa théorie sur l'usage des chars. Et là, il rencontre un vrai succès. En voilà un que, une nouvelle fois, vous ne pouvez pas nier. Alors, ce succès est très relatif, car si de Gaulle a effectivement prévu un usage des chars qui est conforme d'ailleurs à l'usage préconisé par les Anglais et les Allemands, il a oublié que le rôle principal dans la prochaine guerre, c'est l'aviation. Et là, il y a un général italien qui s'appelle le général Douai, qui a théorisé ce rôle de l'aviation, et c'est principalement les Allemands vont s'inspirer de Douai, et en France, le maréchal Pétain va s'entourer d'un général qui s'appelle le général Vautier, qui lui-même est un partisan de l'aviation comme élément majeur de la défense nationale. Tout simplement parce que, Pétain le dira, si l'avion peut détruire le char ne peut pas détruire l'avion. Donc en fait, la légende gaulliste aurait été puissante si elle s'était construite autour du couple char-avion. Mais
dans l'armée de métier, vers l'armée de métier, De Gaulle oublie totalement les avions. Est-ce que vous parlez d'un mythe gaulliste, mais ce mythe, s'il existe, il s'est créé sur un fait réel, c'est le discours, l'appel du 18 juin 1940. Et ça, c'est quand même un événement aussi fondateur de ce mythe. Alors tout à fait, vous avez parlé de Montcornet et d'Abbeville tout à l'heure, qui sont des succès très ponctuels de quelques jours de De Gaulle à la tête de la 4e division cuirassier, qui était la plus puissante des divisions cuirassiers françaises, 450 chars. Il va arrêter effectivement, il va faire 500 prisonniers, il va faire reculer les Allemands d'une quinzaine de kilomètres, mais ce sera très bref parce qu'il n'a pas de troupes pour occuper le terrain. Il se replie très rapidement en laissant quand même 200 chars, les meilleurs chars français, détruits par l'artillerie allemande, l'artillerie anti-char allemande et par l'aviation allemande. Donc en fait, il va perdre en quelques jours la moitié de ses chars. Mais mai 40 est effacé, on est au 18 juin 1940 à 18h. Tout à fait, mais non, on n'est pas encore au 18 juin. Le 18 juin est précédé du fait que De Gaulle devient secrétaire d'État secrétaire d'État à la défense nationale, à la guerre, le 6 juin, et que le 16 juin, il y a un changement de gouvernement. Paul Reynaud perd sa place au profit du maréchal Pétain, et au lieu de rejoindre la 4e division cuirassée, qui va se battre très courageusement jusqu'au 25 juin, jusqu'à l'armistice, De Gaulle préfère partir en Angleterre et se mettre au service des Anglais, parce qu'il a compris que dans le combat futur, il n'y a plus de pouvoir possible en France, que le pouvoir bascule en Angleterre. Et donc, il va se placer simplement du côté du pouvoir. Et donc, il y a bien ce 18 juin 40, j'y reviens. Alors, c'est là où, bien évidemment, le mythe gaulliste prend sa pleine ampleur. Tout à fait. Sa réalité. Il va arriver en Angleterre le 17 juin, en début d'après-midi, et il va tout de suite rencontrer Winston Churchill. C'est probablement Winston Churchill qui lui a demandé de parler directement à la BBC le soir même, et non pas le lendemain. Et De Gaulle lui a demandé tout de suite de récupérer sa famille qui était réfugiée en Bretagne, à Carantec, et Churchill accepte. Un avion anglais, un hydravion, va partir dans la nuit du 17 au 18 juin. Il va arriver près des côtes françaises le 18 juin au matin. Il y a du brouillard. Cet avion va s'écraser et les 2 pilotes et les 2 spécialistes anglais qui accompagnaient cet avion d'origine australienne, les pilotes étaient australiens, vont périr. Vous n'en trouvez pas une seule trace dans l'histoire gaulliste. En fait, Madame De Gaulle et sa famille seront conduits en Angleterre par une autre équipe anglaise à partir de Brest le 18 juin, et De Gaulle retrouvera sa famille le 19 juin en Angleterre. Donc voilà le personnage, c'est-à-dire que, certes, on a l'impression qu'il pense à la France, mais il pense essentiellement à sa carrière. C'est pas ce que pensent les gens quand ils l'entendent le 18 juin. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont entendu à la radio faire cet appel du 18 juin. Alors, beaucoup de personnes prétendent avoir entendu cet appel. Aucune preuve matérielle aujourd'hui ne permet d'affirmer que De Gaulle a bien parlé à la BBC le 18 juin. De Gaulle, dans sa mémoire, dit qu'il a parlé à 18h, heure anglaise, c'est-à-dire 19h heure française, parce qu'il y a un décalage horaire d'1 heure entre la France et l'Angleterre. Sur le site, en mémoire du général de Gaulle aujourd'hui, il est annoncé que cet appel a été passé à 22h. En réalité, De Gaulle n'a pas parlé le 18 juin, c'est simplement un communiqué de presse de la BBC qui a été diffusé à 22h, effectivement, sur les antennes de la BBC, et qui a été dispatché dans le monde entier, puisque dès le lendemain, des journaux français, des journaux anglais, des journaux américains vont reprendre des extraits du fameux texte du 18 juin, qui n'est pas celui que De Gaulle présente comme étant son discours à la BBC. Car il y a un décalage important
entre les deux textes, notamment dans les accusations portées contre le gouvernement, le récent gouvernement du maréchal Pétain. Alors, mais vous dites quoi à ceux qui ont entendu le discours? Vous leur dites c'était une fake news, alors, un mensonge, vous ne l'avez pas entendu? Non, ils ont lu les communiqués de presse, ça oui. Et dans l'imaginaire et dans vous savez, la fragilité du témoignage humain, c'est quelque chose de très, très sensible, très, très difficile. Il y a un historien gaulliste qui s'appelle François Delplat qui a décortiqué tout cela dans un ouvrage qui s'appelle d'ailleurs le 10 juin, qui a été publié en l'an 2000, et dans lequel il affirme que le discours du 10 juin est une construction a posteriori qui démarre le 16 juin et qui se termine en août 1940. C'est pour ça qu'on a à peu près une dizaine de variantes du discours du 18 juin, et même une fausse affiche, celle qui est placardée un peu partout dans toute la France, qui a en fait été un communiqué de De Gaulle, qui a été probablement publié en Angleterre et diffusé en Angleterre au mois de juillet 1940. Donc on est vraiment dans un mythe complètement fictif, une histoire complètement construite pour servir... Enfin, les actes sont là. Les besoins de volonté de pouvoir d'un homme, le général de Gaulle. C'était une personnalité connue en 1940, et sa voix, elle porte. Alors, le général de Gaulle était malheureusement quelqu'un de, pour lui, totalement inconnu. Et c'est bien ce qui choque Winston Churchill quand il s'aperçoit du peu d'écho des nombreuses publications et messages publiés, diffusés par la radio, la télévision, la radio, pardon, et les journaux anglais autour du général de Gaulle. À tel point que Winston Churchill va demander à une équipe de spécialistes de la communication de lancer le général de Gaulle auprès du grand public, de le faire connaître. Et ça va choquer évidemment de Gaulle qui, rentrant le soir chez lui, voit sa femme et dit à sa femme « Ils veulent me lancer comme une savonnette ». Et c'est exactement ce qui va se passer. Il y a toute une série d'articles, assez cocasses d'ailleurs, dans la presse anglaise et française de l'époque parachutée en France, où on voit De Gaulle et sa femme, un couple bien installé en Angleterre. On le voit même admirer sa collection d'armes arabes. C'est assez amusant, puisqu'on ne voit pas comment Madame de Gaulle aurait pu ramener le 18 juin la panoplie d'armes de guerre arabe que le général de Gaulle aurait eu chez lui. Je vous arrête, je vous coupe, pardonnez-moi, mais j'ai l'esprit d'escalier, comme on dit. Et vous avez dit tout à l'heure que Madame de Gaulle avait rejoint son époux en Angleterre dès le 19 juin. Mais comment ça a été possible, ça? Eh bien, ça a été possible simplement par les équipes de spécialistes des services secrets anglais qui l'ont récupéré et qui l'ont embarqué dans un bateau anglais qui est parti de Brest le 18 juin au soir et qui est arrivé en Angleterre le 19 au matin. Et le 19 au matin, Philippe de Gaulle achète un journal anglais et découvre l'appel de son père dans la presse anglaise. Car, il faut bien le dire, dans le Times du 19 juin, l'appel du 18 juin de Gaulle est considéré comme aussi important par le gouvernement anglais que la rencontre Hitler-Mussolini ou que le discours de la dernière heure que Winston Churchill a prononcé le 18 juin après-midi devant les députés anglais et qui a été rediffusé, lui, le 18 juin au soir, ce qui est une des raisons complémentaires qui fait qu'il était fort peu probable que le discours de Gaulle passe en même temps que le discours de Churchill, qui était d'une autre importance. Oui. Donc la presse anglaise a bien diffusé largement, le 19 juin, le communiqué de presse, que d'ailleurs Henri de Kérillis, qui était gaulliste à l'époque et sur place, qualifie d'ordre du jour. Car en fait, c'est un communiqué limité, c'est un ordre du jour d'un général qui s'adresse aux troupes qui sont sur place en Angleterre pour leur demander de le rejoindre. Je vous écoute. On va passer de 1940 à 2017. Pardonnez-moi, parce que oui. Le temps nous est compté. Mais quand je vous écoute, je vois bien que vous faites preuve de ce qu'on appelle une forme d'antigaullisme. Et je ne remets pas en cause les raisons de cela. Mais est-ce que pour vous, ce n'est pas finalement un échec de voir qu'au moment de cette présidentielle,
toutes les personnalités politiques, je pense à Emmanuel Macron, mais aussi à Marine Le Pen, à M. Asselineau, Dupont-Aignan, Fillon, Juppé, bien d'autres, se sont revendiqués encore du général de Gaulle. Quel échec pour vous, malgré le fait de dire votre vérité? Non, c'est pas notre vérité d'abord, c'est la vérité historique, c'est autre chose. Nous attendons que les gaullistes démontrent le contraire. Mais le gaullisme a une grande particularité. C'est un peu comme l'ancien magasin, la Samaritaine, dont le slogan était « On y trouve tout à la Samaritaine ». Bien, quand vous lisez De Gaulle, vous y trouvez de tout. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes gaullistes. Quand De Gaulle dit quel hécatombe connaîtrait l'Algérie si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner, lors de sa conférence de presse du 23 octobre 1958, on est gaulliste. Donc en fait, la grande force d'un homme politique, et d'ailleurs c'est vrai pour Hitler, Mao, Staline, Franco, Mussolini, tous les grands hommes politiques, ils n'ont pas dit que des bêtises. Ils ont bien souvent dit des choses sensées et ils se sont montrés bien souvent de grands politiques. De Gaulle est dans ce cas. Il y a des choses très intéressantes dans De Gaulle, notamment en termes de gestion de la société et de la vie politique. Mais De Gaulle n'est pas... On ne peut pas le découper en tranches. On ne peut pas dire il y a des bonnes tranches, celle du 18 juin et celle du 19 mars. C'est un tout, comme d'ailleurs le maréchal Pétain. C'est un paradoxe, mais De Gaulle, qui a été l'adorateur du maréchal Pétain, Pétain était son modèle, a fait condamner Pétain. Il se trouve que par un retournement de l'histoire assez logique, De Gaulle se trouve exactement dans la même situation que Pétain. On ne peut pas glorifier le Pétain de Verdun parce qu'il y a eu le Pétain des lois anti-juives. Ben, De Gaulle est dans le même cas exactement. On ne peut pas le glorifier. On ne peut plus glorifier le De Gaulle du 18 juin parce qu'il y a le De Gaulle du 19 mars. Eh bien écoutez, on va abandonner De Gaulle quelques instants pour évoquer les leçons à tirer de cette guerre des mémoires. Colonisation, décolonisation, c'est la guerre des mémoires. Juste quand même sur un dernier mot sur la puissance du gaullisme, c'est que De Gaulle a laissé une constitution qui est une constitution de président monarque. Et François Mitterrand, qui était très hostile à cette constitution, l'a maintenue quand il est arrivé au pouvoir. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Quelles leçons à tirer sur cette guerre des mémoires, colonisation, décolonisation? On se retrouve pour ce forum numéro 7, forum des rapatriés, avec Bernard Colle, le secrétaire général de Jeunes Pieds Noirs. Les enjeux, Bernard Colle, de ce qui est présenté comme une simple guerre des mémoires sont donc plus importants finalement qu'une simple querelle d'une vérité historique. Quels sont les grands constats que l'on peut dégager de cette période colonisation, décolonisation? Alors effectivement, si on se limite à la bataille des mémoires, on est un peu déçu de l'analyse de cette période de colonisation, décolonisation. Pour nous, les enjeux sont des enjeux de géopolitique, de conflits entre les grandes puissances, et notamment avant-guerre, dans les années 30, les États-Unis s'aperçoivent, après la crise de 1929, qu'il leur faut des débouchés nouveaux, qui ne peuvent plus rester concentrés sur leur propre marché interne, et il y a des marchés énormes qui sont encore complètement, qui ne sont pas valorisés, ce sont les grands empires coloniaux. Anglais, français, portugais occupent effectivement des territoires presque un tiers de la surface du monde. Donc en fait, Roosevelt va engager d'ailleurs, juste un peu avant-guerre, ce concept de décolonisation, et les États-Unis vont se lancer, évidemment, pendant la guerre, comme ils vont avoir la main mise sur la totalité de l'effort de guerre, ce sont les États-Unis qui mènent la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre et la France dépendent totalement pour leur armement, comme d'ailleurs l'URSS des États-Unis, de la puissance industrielle des États-Unis. L'Angleterre, Franklin Roosevelt, va lancer l'idée pendant la Deuxième Guerre mondiale de la nécessité, après la fin du conflit, de décoloniser. Oui. La Seconde Guerre mondiale, finalement, ça va amplifier cette politique-là. Oui, la Deuxième Guerre mondiale devient un accélérateur, et si De Gaulle est au service des Anglais, et dépend totalement des Anglais de 1940 à 1942-43, ce sont les Américains qui prennent la main à partir de 1943. Et il ne faut pas oublier quand même que dès 1941, De Gaulle va lâcher la Syrie et le Liban.
c'est déjà un premier signe. Et en 1945, 44, 45, il va rencontrer aux États-Unis Roosevelt et il va dire à Roosevelt qu'il approuve la politique de décolonisation. Pour vous, il y a une véritable volonté des États-Unis d'en finir avec les grands empires coloniaux, finalement. Prendre la place. Les États-Unis, évidemment, cherchent des marchés nouveaux, c'est tout à fait cohérent. Ils ont besoin d'avoir accès à ces marchés qui sont réservés aujourd'hui aux puissances, qui étaient réservés alors aux puissances coloniales. Il est tout à fait logique de décoloniser dans leur esprit. Il leur faut par contre des hommes pour faire cette décolonisation. De Gaulle part du pouvoir en janvier 1946 et on voit tout de suite que les responsables de la 4e République, eux, par contre, sont loin d'être favorables à cette politique. Que ce soit Georges Bidault pour la guerre d'Indochine, que ce soit les successeurs de Georges Bidault, tous les hommes politiques, le maréchal Juin, etc., vont se battre pour conserver l'Empire français, car ils savent que une grande partie de la puissance française réside dans l'Empire français. C'est d'ailleurs ce qui a permis à De Gaulle de revenir en 42-43. C'est l'Empire français qui lui a servi de base. Mais en 1954-55 arrive un homme de l'équipe de Gaulle de Londres, c'est Pierre Mendès France. Et Pierre Mendès France va lâcher le Maroc, enfin l'Indochine, le Maroc et la Tunisie. Je vous l'ai dit, il y avait une volonté des États-Unis d'en finir avec les grands empires coloniaux. Bon, vous montrez que les faits le démontrent. Mais en 1945, le monde n'est pas sous la domination des États-Unis. Hein. Le monde il est découpé en 3 blocs. Hein. Tout à fait. On l'a un peu oublié, il y a l'URSS qui à l'époque c'est ce qu'on appelle la guerre froide. Le pendant des États-Unis, c'est l'URSS. En fait, il y a 2 grands blocs, mais le leader au niveau mondial reste pour les Occidentaux, les États-Unis. L'URSS se cantonne principalement à l'Europe de l'Est et à la Chine, puisque la Chine devient un pays communiste en 1949. Le 3e bloc, c'est les non-alignés, comme l'Inde, par exemple, qui attendent de savoir ce qui se passe, car ils n'ont pas les moyens, évidemment, de participer à cette guerre. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des actes qui ont eu des effets sur cette politique de décolonisation? On pense par exemple à la découverte des gisements du Sahara. Eh bien, la découverte, la confirmation plutôt de l'importance des gisements de pétrole du Sahara va être la cause principale de la perte de l'Algérie française. Car jusqu'en 1953, les États-Unis ne s'intéressent pas beaucoup au Sahara. C'est essentiellement une étendue de sable, mais en 1954, on a la confirmation de l'importance des gisements du pétrole, et comme par hasard, l'insurrection algérienne commence le 1er novembre 1954. Il faut dire que dès 1943-44, après la conquête de l'Afrique du Nord par les Américains, le débarquement du 8 novembre 1942, les Américains et les Anglais vont remplacer les agents des services spéciaux de l'Allemagne nazie et italiens dans l'action auprès des populations locales pour déstabiliser ces régions, notamment en fournissant des armes. Nous avons de nombreux récits maintenant des agents spéciaux français qui ont contré ces actions, particulièrement sur le terrain. Donc en fait, si je comprends bien, vous me dites en gros que les États-Unis et l'URSS, d'ailleurs, ne pouvaient pas laisser la France disposer de ressources énergétiques, lui ouvrant la voie d'une véritable indépendance. Et c'est dans ce contexte, quand même, qu'en 1957, il y a le déplacement du général de Gaulle. Voilà, en voyage au Sahara. Il est à ce moment-là dans une traversée politique d'un autre désert, celui de la France. Est-ce un élément de votre analyse que vous prenez en compte aussi, ce voyage? C'est assez curieux quand même, parce que le général de Gaulle se déplace au Sahara en 1957. Il va constater sur place, on le voit dans les articles de presse de l'époque, la réalité de cette indépendance énergétique de la France. Il le dit. Il le dit, et ses ministres d'ailleurs vont, jusque dans les années 60, comme Pierre Guillaumat, clamer partout que le pétrole saharien, c'est la liberté énergétique de la France, c'est la possibilité de constituer un bloc de 100 millions d'habitants autour de la francophonie, avec tous les États africains, avec l'Empire français. Et c'est évidemment ce bloc
que ni les États-Unis, ni l'URSS ne souhaitent voir se créer. Là aussi, c'est tout à fait cohérent en termes de géopolitique. Et en 62, De Gaulle choisit la voie de l'abandon du Sahara. Alors évidemment, à la surprise de tout le monde, et notamment d'un certain nombre d'industriels français, il y a le témoignage d'un grand patriote français qui s'appelle Paul-Louis Weller, qui était un financier et un industriel de renom, qui avait fait fortune avec les moteurs d'avion Gnome, et qui voit Georges Pompidou en 1962, début 62, et qui dit « mais De Gaulle ne va pas lâcher le Sahara quand même ». Et Pompidou lui dit « je vais intervenir ». Quelques jours après, il lui téléphone et lui dit « non, De Gaulle lâchera le Sahara ». Aussitôt, Paul-Louis Weller vend toutes les actions qu'il avait des compagnies pétrolières sahariennes que Georges Pompidou lui avait conseillé d'acheter dans les années 50. Voilà les dessous réels de la vraie politique. À partir de là, se crée un réseau autour du pétrole du Sahara qui va constituer ce qu'on va appeler ensuite la Franc-Afrique et la Franc-Algérie autour de la compagnie Elf. Donc ça va être tous les détournements de fonds qui vont se produire avec la compagnie française Elf. Alors, dans la décolonisation, il y a un élément dont on parle jamais véritablement de manière claire, ce sont les conséquences de cette décolonisation hâtive, mal préparée, et une conséquence, ça va être la migration des populations des anciennes colonies vers les pays colonisateurs, c'est-à-dire principalement le départ de beaucoup de gens du Maghreb vers l'Europe, vers la France tout particulièrement. Oui, il y avait très peu de migration, en fait, des colonies françaises vers la métropole. En dehors de l'expédition coloniale de 1931, où les Français ont pu découvrir l'Empire français, il y a très peu d'Africains ou d'Arabes en France avant 1939. Et quand De Gaulle décide de lâcher toutes les colonies, il va mettre à la tête de tous ces pays des présidents qui lui sont attachés, qui proviennent bien souvent du milieu politique français, ou tout simplement comme le sergent-chef Bokassa, qui va devenir empereur. Bon, on connaît bien Houphouët-Boigny, qui lui avait été ministre de Gaulle, a été député sénateur. Quand même, quel est le pays qui a permis à un sergent-chef de devenir empereur? C'est un drôle de génocide, là aussi, pour M. Emmanuel Macron. Et M. Houphouët-Boigny, quant à lui, il sera l'heureux possesseur de tableaux de Monet, de Renoir, de Picasso, grâce à la colonisation. Et il fera construire dans son village d'Afrique une cathédrale qui est la copie conforme de Saint-Pierre de Rome. Si on appelle ça une décivilisation, on est quand même un peu surpris. Alors pourquoi dans ce contexte de migratoire prévisible, moi je pose des questions qui me viennent à l'esprit. On sait globalement qu'il y avait 1,5 million de Français musulmans qui allaient être menacés par l'arrivée au pouvoir du FLN, et donc ils pouvaient raisonnablement venir en France se réfugier, des vrais réfugiés. Et pourtant, on a le sentiment que l'État français n'a pas accueilli comme il le fallait ces harkis, leurs familles qui voulaient rester français, mais ils ont mis de côté ces populations-là pour aller chercher des travailleurs nouvellement algériens, finalement. Tout à fait. Alors le raisonnement à l'époque était aussi très cohérent. De Gaulle ne voulait pas des 1 500 000 Français musulmans menacés, car c'était des Français musulmans qui venaient avec leurs familles. Bon, même s'il a dit à l'époque dans la presse que la France était capable d'accueillir 25 millions de migrants. C'est dans la presse de l'époque, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Il a choisi de livrer les harkis au FLN et ils ont été désarmés et massacrés grâce à cette politique française volontaire. C'est un crime, c'est ce qu'on peut appeler un crime d'État. En 62, fin 62, il n'y a que 20 000 harkis qui sont réfugiés en France grâce principalement à des officiers comme le général Meyer, dont nous avons publié le témoignage dans le Haut Forum numéro 6, et avec leurs familles, ça représente à peu près 90 000 personnes. Pour éviter les conflits entre les 300 000 Algériens que les industriels français demandent à De Gaulle pour faire tourner les entreprises françaises, qui sont essentiellement des hommes, qu'on va pouvoir renvoyer en Algérie quand on n'en aura plus besoin, pour éviter un conflit avec ces nouveaux Algériens et les harkis, De Gaulle
et son gouvernement préfèrent parquer les harkis dans des camps, ce qui fait que l'immigration algérienne va bénéficier de toutes les prestations sociales, de tous les avantages sociaux de tous les citoyens français qui vivent dans les villes, etc., alors que les harkis vont être totalement défavorisés en scolarisation, en emploi, etc., d'où la révolte des camps de harkis de 75 et de 91. Est-ce que les proches collaborateurs de Gaulle étaient informés de tout cela? Là, il y a aussi un débat là-dessus. Les collaborateurs du général de Gaulle, comme Raymond Aron, l'ont écrit dans leur mémoire. Ils ont écrit effectivement qu'ils étaient parfaitement au courant, mais que de Gaulle, en fait, n'avait pas d'autre solution pour obéir aux Américains que de pratiquer la politique qu'il a pratiquée. Et, comme le dit Raymond Aron, de Gaulle a masqué par des mots les crimes qu'il a accomplis. C'est Raymond Aron qui l'écrit dans ses mémoires. Et la force du gaullisme, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'admirateurs du gaullisme, c'est que par des mots, de Gaulle a transformé la réalité. Quand il dit le 6 juin 1964, « Nous avons résolu le problème algérien, comme il fallait, conformément au génie de la France et à son intérêt. Je vous prends tous à témoin. En une année, 1 million de Français établis dans ce pays a été rapatrié sans heurts, sans drame, sans douleur et intégré dans notre unité nationale. » On est quand même loin de la réalité du vécu du million de rapatriés qui ont vécu l'exode. Et pour l'Afrique noire, même constat? En Afrique noire, c'est le même constat. En Algérie, on a créé la Franc-Afrique avec un accord qui a été signé en août 1962 entre l'État français et l'État algérien. En Afrique noire, le regroupement familial de 1974 décidé par Valéry Giscard d'Estaing va accélérer le processus d'arrivée en France des populations africaines qui, on le comprend, cherchent, comme tous les migrants, une vie meilleure, la sécurité, un meilleur confort de vie. C'est tout à fait humain et on ne peut pas leur reprocher. Quel est finalement, en conclusion, de ces faits incontestables, quelles sont les conclusions que vous pouvez amener? Est-ce qu'on peut parler d'un choc de civilisation? Quelles sont vos conclusions? Alors la conclusion, c'est qu'effectivement la colonisation a été la rencontre des civilisations, d'abord sur place. Et la colonisation a permis de conforter un constat qui avait été déjà largement fait avant, qui est le fait qu'il existe une humanité universelle. Quand Confucius dit, et c'est d'ailleurs une référence que devraient prendre tous les journalistes, quand les mots perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté, c'est un message universel. Donc en fait, la colonisation a permis de se rendre compte que tous les êtres humains étaient identiques et égaux, qu'ils avaient les mêmes problèmes, les mêmes contraintes matérielles, qu'ils étaient aussi capables de réagir positivement à ces différentes contraintes. Ce choc de civilisation dont la presse se fait largement l'écho, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'éviter aujourd'hui. Nous pensons que la colonisation a été un phénomène principalement dû au nationalisme. Les États avaient besoin de conforter leur puissance, les États européens avaient besoin de conforter leur puissance. Avec les grandes migrations qui ont suivi la décolonisation, aujourd'hui on est en droit de se poser si le concept du 19e siècle, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ne doit pas être complété par un droit de chaque personne à choisir la civilisation dans laquelle il a envie de s'épanouir. C'est ce qu'on pourrait appeler le civilisationnisme, c'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun d'adhérer à la civilisation, à la culture qui lui paraît la meilleure. Merci beaucoup Bernard Colle. On va se retrouver pour la dernière partie de notre entretien. Et c'est une partie importante puisqu'il s'agit d'évoquer la loi, les élections législatives, le gouvernement, les rapatriés, bref, de rentrer dans l'actualité. Noir, symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Votre campagne de presse dénonce sans ambiguïté les crimes de Gaulle, on vient de l'entendre, envers les Français d'Algérie. Comment réagissent les femmes et les hommes politiques auxquels vous demandez de vous soutenir? Certains se réclament ouvertement du gaullisme, je l'ai dit, comme Emmanuel Macron, mais aussi comme Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Vous les mettez en porte-à-faux finalement? Alors, aucun d'entre eux n'a contesté une seule fois les affirmations que nous avons diffusées, dont on a largement parlé. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, au passé glorieux, se sont opposés sur ces points-là à De Gaulle, notamment comme Georges Bidault, qui a été le successeur de Jean Moulin à la tête de la Résistance en 1943, ou Jacques Soustel, le ministre du général De Gaulle, ou des généraux comme Salan-Jouot, Chasles et Zeller.
être gaulliste aujourd'hui, c'est surtout utiliser l'outil que représente, l'outil politique que représente le gaullisme et qui est un outil efficace. Il faut le dire, puisqu'il a la preuve de l'action du général de Gaulle. C'était électoraliste, en gros, pour vous. C'est très électoraliste comme utilisation, à notre avis. Il peut y avoir quelques puristes, mais c'est essentiellement électoraliste. Alors pour les dizaines et dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent depuis octobre 2014, vous savez que, et ils savent que votre objectif unique est de faire voter la loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés. Concrètement, avez-vous reçu beaucoup de soutien de parlementaires et de candidats? Et puis il faut remettre votre travail sur l'ouvrage, puisqu'il va y avoir une nouvelle assemblée. Tout à fait. Alors d'abord, le bilan de la précédente législature, nous avons obtenu quand même le dépôt de 5 propositions de loi qui vont dans le sens de la loi Vérité et Justice pour les rapatriés. C'est donc 129 parlementaires qui ont signé ces propositions de loi, sans compter tous les parlementaires qui nous accompagnent depuis des années, comme André Santini, dans ce combat. Là, nous commençons à recevoir, nous avons envoyé un questionnaire aux 7882 candidats du premier tour de la législative. Nous commençons à recevoir des réponses comme celle de M. Bernard Carayon que vous voyez à l'écran. Et nous invitons évidemment tous nos amis à poursuivre cette action auprès des candidats. Mais c'est surtout au deuxième tour que ça va jouer. Pas au premier tour, effectivement, on les sollicite, mais c'est surtout les candidats qui vont être au deuxième tour dont il sera intéressant d'avoir l'opinion. Depuis plusieurs années, les tribunaux donnent souvent raison sur le fond aux Français rapatriés, mais se retranchent devant leur incompétence politique. Et là, il y a quand même maintenant un jugement récent, intéressant, d'un tribunal, celui de Rennes. Oui, alors le tribunal de Rennes a donné un jugement assez intéressant concernant une plainte d'une rapatriée d'Indochine qui, depuis 20 ans, demande justice. Ce tribunal lui a accordé 6 000 € au titre de dommage moral, préjudice moral, parce que ce tribunal a estimé que le délai d'une vingtaine d'années pour obtenir la condamnation de l'État était un peu long. Mais sur la plainte réelle, c'est-à-dire le droit à la réparation matérielle, le tribunal s'est déclaré incompétent compte tenu du fait que la France est en faillite. Donc la rapatriée va devoir vendre son appartement pour payer la dette, les prêts qu'elle a fait il y a 20 ans à cause de la carence de l'État. Voilà la situation de rapatriés qui ont aujourd'hui 80 ans, ou plus de 80 ans. Puisque vous parlez de l'État, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de 2012 à 2017? Parce que vous étiez venu ici et dire que vous étiez satisfait que le chef de l'État, François Hollande, ait officiellement reconnu la responsabilité de la politique de décolonisation des gouvernements français. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, si nous sommes satisfaits sur le fond, là, nous avons obtenu une déclaration officielle du chef de l'État. Malheureusement, cette déclaration, si elle n'est pas suivie d'une volonté politique du gouvernement, il n'y a rien. Alors, M. Todeschini, Mme Antoine, qui sont nos correspondants au niveau de l'État, se retranchent tout simplement en tant que hauts fonctionnaires ou en tant que ministres, derrière le fait qu'ils ne reçoivent pas de directive du gouvernement pour accomplir la décision du chef de l'État. Ça va changer avec le gouvernement Macron, forcément, en bien, tout va bien avec Macron. Et là, vous avez un nouveau ministre qui est à l'écoute. Nous n'avons personne. Ah oui, donc pour l'instant, il n'y a pas de secrétariat d'État aux anciens combattants. L'Union nationale des combattants a adressé d'ailleurs un message à M. Macron dans ce sens, en disant par qui va-t-on être suivi et géré? Les rapatriés dépendaient du secrétariat d'État aux anciens combattants. Donc là, on est dans une période d'attente. Il paraît qu'il va y avoir un haut commissariat aux anciens combattants et aux rapatriés. Bref, c'est une façon d'enterrer, évidemment, le problème, car la solution de l'État, c'est d'attendre la disparition physique de l'ensemble de la communauté rapatriée. L'actualité de ces rapatriés, de nos amis rapatriés, y a-t-il prochainement des rencontres auxquelles vous conviez tous nos amis qui nous regardent aujourd'hui? Alors il va y avoir des rencontres au niveau local, comme le 10 juin, la ville d'Antibes va accueillir le théâtre de la famille Hernandez, une pièce très célèbre de Geneviève Baylac, qui a commencé en France en 1957. À Marseille, nos amis de l'Association nationale d'Oranie organisent une grande rencontre à l'occasion du 55e anniversaire de l'Exode. Il y a aussi la pièce de théâtre
d'un de nos compatriotes qui s'appelle Claude Nal, qui rencontre un très grand succès. Le 22 juin, Secours de France recevra Malika Sorel-Sutter pour lui remettre le prix Clara Lanzi. Et il y a évidemment d'autres manifestations que vous trouvez dans toutes les revues rapatriées ou amies, comme l'UNC, l'Écho de l'Oranie ou Secours de France. Et puis surtout, il y a la rencontre du 25 septembre, la 17e journée nationale hommage aux harkis, ainsi que celle du 5 décembre en hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Et là, on attendra à la rentrée la décision de M. Macron et de son gouvernement. M. Macron ira-t-il présider la cérémonie en hommage aux harkis comme l'a fait Hollande ou n'ira-t-il pas? Ça va être un moment important de la vie de la communauté, de savoir quelle va être la position du nouveau chef de l'État et de son gouvernement. Sur la base de votre expérience pour la loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés, vous avez lancé dans le précédent forum, numéro 6, l'idée d'appliquer votre démarche à d'autres sujets de société. Avez-vous eu des propositions de loi intéressantes, forcément, hein, et maintenant de vos multiples contacts? Alors, dans toutes les propositions que nous avons reçues, autour de cet article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui permet à tout un chacun, en finale, de déposer, de proposer une loi, nous avons retenu une loi qui va dans le cadre de la moralisation de la vie politique française, dont d'ailleurs Monsieur François Bayrou s'est fait un peu l'écho indirectement dans sa conférence de presse du 1er juin, il y a quelques jours. C'est celui de supprimer les réserves parlementaires, par exemple. On ne comprend pas pourquoi un député a le droit de distribuer entre 133 000 euros et 250 000 euros, voire plus, à des associations locales. C'est pas le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de proposer, de faire voter des lois. On ne comprend pas non plus pourquoi l'État redistribue 34 milliards à 40 milliards d'euros par an avec les collectivités locales aux associations, avec toutes les dérives que ça a. Tout le monde se souvient de l'affaire de la députée Sylvie Andrieux, qui a distribué 700 000 euros à 4 associations pour sa réélection. Donc en fait, on voit que tous ces détournements de fonds se font uniquement au profit du monde politique, comme d'ailleurs la taxe audiovisuelle de 137 euros que chacun d'entre nous payons sur notre taxe d'habitation. L'État n'a aucune valeur ajoutée dans ces redistributions d'argent. La loi que nous allons proposer permettra à chaque citoyen d'attribuer ses montants. Il faut payer, il faut financer les partis politiques, il faut financer les associations. Mais c'est le citoyen qui doit choisir le parti politique, l'association et le média, les médias qu'il a envie de soutenir. Et là, je pense que Télé Liberté pourrait recevoir peut-être des dons un peu plus importants que ceux qu'il reçoit actuellement. Si c'est toujours avec la garantie de l'indépendance et de la liberté, pourquoi pas? Voilà. Avez-vous reçu d'autres propositions? Alors, évidemment, dans le problème qui préoccupe le plus les gens, c'est le mode d'élection des députés notamment. Tout le monde se demande pourquoi les députés français ne sont pas élus à la proportionnelle, comme les députés européens. Donc en fait, là, nous allons déposer une proposition de loi dans ce sens, ainsi que la prise en compte du vote blanc et du vote nul, qui est une forme d'expression importante des citoyens. Ça prouve qu'ils ne sont pas satisfaits. Comme d'ailleurs, une demande qui revient souvent, c'est celle du vote obligatoire. Un certain nombre de pays pratiquent le vote obligatoire. Le vote est un droit, mais c'est aussi un devoir. Donc, vous voyez que progressivement, Vox Populi est en train de se mettre en place sur des projets de société et des thèmes qui peuvent intéresser un large public. Je vous propose de les aborder, ces sujets, mais lors de notre prochaine rencontre, notre prochain rendez-vous, ce sera en septembre, parce qu'il faudra bien faire correspondre ce Haut Forum avec la 17e journée nationale en hommage aux harkis. Tout à fait, nous espérons vous apporter d'autres nouvelles concernant ces campagnes, aussi bien pour la loi que pour les autres propositions Vox Populi sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Merci Bernard Colle, merci aux téléspectateurs d'avoir suivi ce Haut Forum qui sera donc suivi en septembre prochain d'un nouveau numéro. Merci beaucoup Bernard Colle. Merci Martial de votre accueil. Symbole de courage, pied droit, reflet de volonté.
nation, sans distinction, fils de pionniers. Pieds noirs, c'est notre seul bagage. Pieds noirs, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Noir, symbole de courage.